c'est dans le flyer que vous avez reçu. Je vous ai fait un graphe avec les prix en Israël. Ça, c'est l'OCDE. D'accord? Et voilà. Alors aujourd'hui, on en est là. Il manque Smotrich ici. On en est là, à 42% plus cher. Sur la base quelle année? Pardon? Quelle année l'année de base? L'année de base, très bien. Là, ça commence à 2003. D'accord? Et là, jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près là, plus 42%. D'accord? Je vous ai mis les photos de ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, parce que normalement, c'est eux qui sont censés nous baisser les prix. Donc, on avait donc Zelecha de 2003 à 2007, le ministre des Finances était Netanyahu, mais c'était Zelecha qui était au commande à ce moment-là. Voilà, après on a eu Steinitz et Philippe Lapide. Vous pouvez remarquer ici, on a eu la révolte du cottage, vous en avez entendu parler, et donc, ils nous ont baissé les prix. Mais ça ne leur a pas plu. Ils nous ont augmenté du double après. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, ça fait 10 ans que j'ai découvert le poteau rose de l'état dans lequel se trouve le pays à l'intérieur, socialement, environnementalement, et évidemment la cherté de la vie. On a fait des manifestations, on a appelé au boycott. On a vraiment eu, ils nous ont écoutés, hein. Vous avez vu les prix baisser? Non. Je vais vous montrer maintenant les prix de l'immobilier. Si j'arrive. Voilà. Donc ça, c'est les prix de l'immobilier. 2003. Les prix ont baissé jusqu'en 2007 et depuis, voilà. On a eu ici Carlon qui nous a fait un Mishtaken, vous savez, cette espèce de loterie sur l'immobilier, donc ça a un peu fait baisser, mais hop, c'est remonté. Et puis on a eu le changement. Aujourd'hui, les prix sont là, parce qu'après là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, voilà la situation, vous voyez à peu près par rapport aux autres pays. Je vais vous lire parce que des fois vous ne voyez pas bien. Donc en Israël, il faut 14 années pour acheter un appartement moyen. France, 5,6, Allemagne, 6, on parle en année de travail. Avec salaire. Oui, de travail, le salaire par rapport au salaire moyen. Royaume-Uni, États-Unis, bon, on a 2,5 fois plus cher. 2,5 fois plus cher. Et donc j'ai fait une simulation. Simulation par rapport aussi au salaire. Alors, le salaire moyen, il est environ dans les 15 000 shekels. Maintenant, qui le gagne? Qui le touche? La high-tech, par exemple, c'est 11% des salariés. Ce qui fait qu'en réalité, il y a 70% du pays qui touche moins que le salaire moyen. D'accord? Et le salaire, mais en fait en Israël, il y a une grosse différence entre le salaire médian et le moyen. Le moyen, c'est la totalité des salaires divisé par la moitié, par le nombre de travailleurs. Et le médian, c'est la moitié par rapport au nombre de personnes. C'est-à-dire que si on prend 50% du pays, touche au maximum le salaire médian. C'est-à-dire, on va dire net, on est plus dans la 8000, 8500 shekels. Voilà, donc allez vous débrouiller avec ce salaire-là. Et donc maintenant, j'ai fait une simulation. Supposez que vous voulez acheter un appartement et que vous touchez le salaire moyen. Voilà à peu près, je voulais que vous lisez ou pas? Donc le prix d'un appartement, 3 pièces, hein, moyen,
2,3 millions. Salaire médian, salaire moyen, il faut compter en net bien sûr, avec un taux de crédit 3,75 environ. Supposons que vous avez dans les pratiquement 600 000 shekels, il faut les avoir d'abord. Bon voilà, il nous reste ça de crédit à prendre. On en a pour 33 ans. C'est-à-dire que si elle arrive à 30 ans, vous avez eu la chance d'économiser, je ne sais pas comment, 600 000 shekels, vous prenez un crédit jusqu'à votre retraite. Et qui est-ce qui va payer les études des enfants? Parce qu'en Israël, c'est payant. Voilà, juste pour vous dire. Pardon? Ils ne sont pas payants les études dans les yeshivas, c'est gratuit. Alors, si tu veux, on en parlera après. Ça, c'est. Si tu veux, on peut en parler. D'accord? On en parlera après. Voilà donc la situation du système de l'état des prix aujourd'hui. C'est quoi ta définition du salaire moyen et médian? Parce que ce que je viens d'expliquer, en fait, le salaire moyen, tu prends tous les salaires divisés par le nombre de travailleurs. Comme on a la high-tech qui ont des salaires, ça va jusqu'à 7 fois le salaire minimum, quoi. Donc ça est complètement décalé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a... La masse salariale, Ça, si tu veux. Maintenant, si tu comptes par rapport, le salaire moyen, je viens de te dire, tu prends la somme. Maintenant, le salaire médian, tu prends le nombre de travailleurs. D'accord? Tu vois combien 50% gagnent au maximum le salaire médian, qui revient net environ 8 500. Les 11 500 sont nets aussi, en fait. Pardon? Les 11 500 sont nets aussi. Hein. Oui, parce que c'est à peu près 14 500, tu enlèves les charges. Oui, C'est moi, je vous tutoie pendant oui. C'est un chiffre qui s'explique sur un élément important, c'est qu'au niveau de l'OCDE, Israël est l'un des pays où il y a le plus grand écart entre riches et pauvres. Tout à fait. Donc les médias qui sont présents avec cette situation catastrophique communiquent uniquement sur ce salaire médian qui est un poudre aux yeux, parce qu'on annonce Moyen, tu veux dire. que c'est un moyen. Oui. On annonce à tout le monde 15 000 shekels, tout va bien, tout est rose. Oui, c'est ça, tout va bien. En réalité, il y a des salaires à 2 millions de shekels et les 60% de la population qui a des salaires à 8 000 et 7 000 shekels. Encore et encore. Et encore. D'accord. Alors maintenant, pourquoi c'est si cher? Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait le gouvernement là. C'est son job. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des prix pareils? Donc, ce qu'il faut comprendre dans le système, c'est qu'on a et là, si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer votre vie à espérer qu'un jour les prix vont descendre. Avec toujours les mêmes pingouins, excusez-moi qu'on avait, je les appelle les pingouins, parce que c'est les politiciens qu'on avait en photo là. Eh bien, en fait, on n'imagine pas à un instant à quel point on a un espèce de club VIP. Dans ce club VIP, vous avez les monopoles, les non nommés monopoles, les monopoles, les importateurs exclusifs, les banques, les assurances, etc. Tous les grands patrons en question, les pollueurs aussi, il ne faut pas les oublier. Ces gens-là possèdent les médias ou font de la publicité aussi aux médias. Donc en fait, ils ont la mainmise sur les médias. Jamais vous n'entendrez parler du mot monopole. Ce sont leurs patrons. Donc on vous endort, on vous dit que c'est pour payer la sécurité. Voilà. C'est un système de monopole qui font la pluie et le beau temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les importations, donc ils empêchent la concurrence de rentrer. Ils vont mettre des quotas. Attends, on va passer à la page suivante. Ah oui, c'est vrai que ça marche avec ça. Voilà. Attends, je vais mettre ça par exemple. Ça, ce sont les monopoles en Israël. Par exemple, sur 111 entreprises considérées comme des monopoles. Qu'est-ce qu'un monopole? Un monopole, c'est une entreprise qui occupe au moins 51% du marché. Donc, ces gens-là, quand ils vous pratiquent des prix
pas possible et qu'ils empêchent les importations, eh bien, il y a des lois qui régissent leur prix. Ils n'ont pas le droit de faire jusqu'à plus qu'un certain bénéfice. On a des retardataires, ils attendent. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Donc, par exemple, sur 69 sur 111 réels monopoles, il y en a seulement 69 qui sont déclarés. 42, tranquille. On a aussi les importateurs exclusifs. Là, c'est diplomates. Ils occupent sur certains produits 90% du marché. Ils ne sont pas déclarés monopole. Aristovitch, alors vous voyez les mots. Vous arrivez à lire? Non, pas trop. Non, voilà, c'est tous les différents produits, Colgate, Johnson, Diplomate. Ah, qu'est-ce que fait ça? C'est moi. Comment ça fait ça? Avec le. Je t'ai dit les taxis. Ah, ben voilà. Génial. Vous arrivez à lire là? Oui, Non, mais on ne voit plus comment c'est mieux. Non, pas ça. D'accord, ça va couper, tu vois. Voilà, c'est bien. Super. Très bien comme ça. Donc vous avez par exemple les prix, la crème fraîche, 93% du marché, etc. Donc, voilà, vous avez compris comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que les importateurs exclusifs? C'est-à-dire que ces gens-là ont l'exclusivité pour importer ces produits-là. Et donc, on se retrouve avec des prix, aucune concurrence. Voilà, il n'y a pas de concurrence. Oui. Importateur exclusif, c'est ça? Ça s'appelle importateur exclusif. Ils Ils ont l'exclusivité sur des marques. Les partenaires commerciaux à l'étranger, c'est ça? Non, non, c'est l'État qui donne une licence. Non. En fait, voilà. Alors, Zéro représentation. on va arriver au point clé. Le point clé, c'est ce qu'on appelle le bureau. Voilà, génial. Ici. Le bureau de la concurrence. Alors, ce bureau, c'est dans ce poste-là qu'on va gérer les entreprises, les monopoles, pour justement éviter qu'ils nous saignent. Donc, on va lire ensemble. Son rôle, c'est de protéger la concurrence, les consommateurs et l'économie. Ses missions clés, lutter contre les cartels et les ententes de prix. Je vous donnerai un exemple. Le cartel du gaz, le responsable du cartel du gaz, il a fait 8 jours de prison. Le gaz, c'est un dossier. Voilà. Empêche. Alors, juste qu'on parle du gaz un instant, parce que ce n'était pas partie du programme. Combien vous croyez qu'on gagne du gaz? On nous a promis des centaines de milliards. Hein. Léviathan, vous parlez de. Léviathan, je crois que c'est Papa. estimé à 250 milliards de dollars à peu près. Et ils ont déjà concédé 70% à des fonds d'investissement anglais, américains et Tzik Tchouva. Il reste au peuple d'Israël à peu près 30%. Sauf qu'on a perdu 180 milliards sans même qu'on en parle. On aurait pu sauver la moitié de la pauvreté en Israël. En parlant d'affaires de corruption, moi je trouve extrêmement suspect. Extrêmement suspect qu'il n'y a pas d'enquête. Maintenant, combien nous gagnons réellement aujourd'hui sur le gaz? Maintenant que la plateforme Tamar est rentrée dans ses frais, c'est-à-dire le maximum qu'on peut toucher, tout compris, on arrive à 5 milliards par an. Tout compris. Le shekel. Oui, le shekel. Oui, à peine $1 milliard. Le budget de l'État, c'est 626 milliards. Vous voyez comment ça nous aide? Je compte les royalties, la taxe Tchéchinsky et les impôts. Voilà, donc le gaz, c'est pas ça. C'est même pire que ça, c'est de l'argent. Parce que moi, mon truc, c'est pas l'économie, c'est l'environnement et l'énergie. Et je tiens à préciser qu'on est en train d'exporter 45% de notre gaz. On en avait pour 40 ans, donc dans 20 ans, on n'a plus. Et nos enfants, l'indépendance énergétique avec le gaz, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Je ne sais pas comment vous le prenez. Je trouve ça hallucinant. Quoi.
que personne se révolte. Et on n'investit pas non plus dans les énergies renouvelables. On est à 15% de production d'électricité. L'OCDE, c'est 17% de nucléaire et 31% d'énergie renouvelable. Le Portugal, 68% de production d'électricité. Oui, de rien. Et Yann, quand tu dis que je ne comprends pas que personne, j'arrive pas à comprendre que personne ne se révolte, Oui. il faut comprendre techniquement tout Je ça. suis là pour ça. Non, mais encore une fois, mais là, combien nous sommes? Le problème, c'est qu'effectivement, on paye, on se révolte pas, parce que c'est quelque chose d'opaque, tu comprends? Et voilà, je suis là pour ça. Tu sais que je fais aussi des conférences sur l'environnement en hébreu. J'ai fait Ashdod 100 personnes, j'ai fait Jérusalem 200 personnes. C'était tous des académiciens en hébreu. Ils m'ont tous applaudi, ils n'en revenaient pas. Pourquoi les télévisions ne nous parlent pas de ça? C'est la question que je voulais poser. Les Israéliens, je parlais avec eux le soir du café, ils n'ont pas l'air conscients de ces monopoles et de ces prix qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Alors, on va parler un instant des télévisions On parle israéliennes. de- Mais de toute façon, I24, c'est pareil. Je regarde très peu la télé parce que je n'en apprends rien du tout. Diversion, j'appelle ça de la diversion. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours et rien que de sécurité ces derniers temps. C'est un peu normal, maintenant on ne parlait que de ça, peut-être pas non plus abusé. Donc on ne nous parle pas des vrais problèmes en Israël. On ne nous dit pas que le niveau de l'éducation aujourd'hui et la note PISA est même pas à la moitié. On ne nous dit pas que dans les hôpitaux, on a tellement de maladies nosocomiales. Il y a eu un rapport qui est sorti en 2013 sur l'année 2012 où c'était entre 4 et 6 000 morts de maladies nosocomiales. En France, à peu près cette moyenne-là, sont 7 fois plus. Et alors donc tout d'un coup ils se sont mis à investir, mais ils ne publient plus de chiffres. C'est-à-dire que maintenant ils ne publient plus que on a réussi cette année à empêcher 1300 morts. On ne nous dit même plus combien il y a. Tout ça on n'en parle pas. Le taux de pollution, c'est pratiquement 4 fois la recommandation de l'OMS. Voilà, il faudrait qu'on fasse vraiment une conférence sur l'environnement et l'énergie. C'est aussi tout plein de dossiers que vous n'entendrez jamais sur les télévisions. Voilà. Donc, on va revenir à nos moutons. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de loi non appliquée? Voilà, très très bien. Des lois C'est non très, appliquées. très très bonne question. Donc, en fait, c'est bien, vous avez lu, en fait, on a tout un bataillon de lois pour cadrer les monopoles, pour les empêcher de faire plus qu'un certain bénéfice. Alors, on récapitule, le Bureau de la concurrence ne nomme pas de nouveau monopole depuis 20 ans, ils n'appliquent pas des lois, ils mettent des quotas qui empêchent l'importation, ils mettent des normes complètement délirantes qui empêchent l'importation, et ils mettent des taxes qui font grimper les prix, encore une fois aussi pour empêcher l'importation. Ils empêchent la concurrence de rentrer. C'est eux qui ont tous les pouvoirs. Maintenant, il y a des lois, donc je vous dis, il faut juste les appliquer. Ils ne les appliquent pas, mais je vais vous donner un exemple. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout premier graphe, je vais vous montrer. Vous voyez les prix là. Vous voyez cet homme-là. C'est le professeur Yaron Zelicha. Cet homme-là, il a sorti, quand il y a eu la révolte des cottages, il a sorti il y a eu 3 Magash à Kessef. C'était des émissions qui sont sorties à la télé. Et lui, c'était le numéro 2. Et là, il nous a dévoilé à quelle sauce on nous mange, comment on nous mange. Personne ne le savait. Voilà. Et depuis, cet homme-là, il se bat, il fait des procès, ses amis, ils font des procès au monopole, etc. Et alors, donc, je vais vous raconter une anecdote. Coca-Cola, le monopole Coca-Cola, propriétaire de la chaîne 12, d'accord, on ne peut pas oublier, a demandé à la Cour suprême de supprimer la loi qui régit les monopoles. Et donc,
C'était en mars 2023, pendant que le peuple était en train de manifester pour les défendre, en douce, personne n'en a parlé. Ils ont réussi à supprimer c'est-à-dire qu'ils l'ont soi-disant remodelé. Vous prenez le jugement en question, la décision en question, vous la mettez juste dans le ChatGPT, elle est tout en hébreu. ChatGPT vous expliquer qu'en fait, ils l'ont rendu impraticable. Ils ont dit qu'ils l'amélioraient, mais ils ont mis une clause qui fait qu'elle est impraticable. Donc voilà par exemple à quoi servent ces gens-là. Alors donc à l'époque de Netanyahou, on avait Michael Alperin. Elle venait de chez Tnuva. Et quand cet homme-là, il lui a fait un procès avec ses collègues parce qu'elle ne faisait pas son travail, juste pour la bonne blague, son avocat s'est trompé. Pendant qu'elle était accusée, c'est le monopole Tnuva qui lui assurait sa défense, qui lui donnait les éléments pour sa défense. Ils ont envoyé ça par hasard, par erreur, à l'avocat de Zelicha. Juste pour vous donner une idée de où on se trouve, oui, Caroline. Et Zelicha, il se présente là aux élections. Alors voilà, alors je t'expliquais une chose. Donc moi, quand j'ai découvert il y a 10 ans, peut-être que Babylone s'en rappelle, Dorian, bien sûr. Il y a 10 ans, j'ai découvert ce qui se passait dans le pays. Moi, avant, je faisais des soirées pour aider les Olim Hadashim à rencontrer des anciens qui étaient intégrés, tu te rappelles? Et puis beaucoup de musiciens, j'ai plein de copains musiciens maintenant qui travaillent avec des Israéliens. C'était vraiment un lieu de rencontre chez moi. Donc j'ai fait plus de 100 soirées comme ça, mais j'étais juste dans la joie, le bonheur, tout est rose quoi. Et quand j'ai découvert le poteau rose, l'état réel du pays, la négligence de partout et la corruption, il faut appeler un chat, eh bien j'ai monté une association qui s'appelait Nition Kapai, sociale et environnementale. On a fait plein d'actions. Et au niveau de la cherté de la vie, cet homme-là, c'était mon mentor. Mais cet homme-là ne voulait absolument pas faire de politique, donc il a fait, depuis qu'il est parti là à cette époque-là, quand c'était Netanyahou qui était ministre des Finances, c'était en plein intifada, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, l'État était en dépôt de bilan. Il ne payait plus ses fournisseurs depuis 1 an et demi. Et donc, il a appelé Zelicha à la rescousse. Il avait 33 ans à l'époque. Et il était le conseiller économique de Netanyahou en 96. Il avait 26 ans. Donc, il s'est rappelé de lui. Il l'a invité à venir sauver l'économie. Donc, cet homme-là a mis un plan économique au point qui a sauvé l'économie. C'est un héros, hein. Il y a sa photo au ministère des Finances. Et puis, il a fini sa mission. Il faut quand même préciser qu'à cette époque-là, il n'y avait plus d'argent. Par exemple, il a récupéré 12 milliards chez les Maliens qui n'avaient pas payé d'impôts. Il y avait eu des arrangements en tout genre. C'est qui? Et que personne n'osait réclamer. C'est qui? Comment c'est chez qui? Où ça les 12 milliards? Il a récupéré, on va rentrer dans le détail, écoute-le, il a récupéré 12 milliards chez des manias, par exemple le Mishpachat Ofer, la famille Ofer, qui ne payait pas d'impôts, qui avait des arrangements. La Mishpachat Ofer, c'est ceux qui ont aussi et Bazan à Haïfa qui pollue et qui tue, et l'usine de la mer morte. Ils payent 35% de royalties de leur groupe. Ailleurs, c'est 80%. Bon, ces gens-là, ils ne payaient pas l'eau, etc. Il a fallu faire un procès qu'on a fini par gagner d'ailleurs. Enfin bon, les avantages fiscaux qui sont faits à ces grosses entreprises sont énormes. Vous voulez nous dire quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que M. Zelicha, c'est ça son nom, Zelicha, oui. a réussi à redresser l'économie tout en maintenant une baisse du coût de la vie. Alors, ce qu'il a fait, il a baissé les taxes. Il a baissé les taxes.
Je vais vous expliquer Donc après. ça a fonctionné, donc il y a un modèle qui fonctionne. Il y a un modèle qui fonctionne, bravo, oui, tout à fait. Voilà. Il y a un modèle qui fonctionne, c'est comme ça qu'il a sauvé l'économie, il a fait baisser les prix. Si on regarde sur l'immobilier, c'est pareil. C'est avec la même régularité. C'est pas quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de contrôlé. Bon. Donc, il a récupéré 12 milliards, il a fait mettre Olmert en prison. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il a passé 5 ans sous Olmert, Hirson, et on est un peu désolé là-dessus, Ariel Sharon. Olmert et Hirson ont fini en prison, et Ariel Sharon y aurait été aussi s'il n'avait pas été malade. Voilà, donc en fait, il s'est battu avec les plus grands escrocs, les monopoles, les grands manias, Offert et compagnie. Il a reçu des menaces, lui, sa femme, il a emmené ses enfants avec les gardes du corps au Gagne. Il n'a pas lâché l'affaire. Voilà, pour vous dire un peu qui c'est cet homme-là, qui est brillantissime, qui est bardé de diplômes, doctorat, professeur en économie, professeur en comptabilité, des médailles et des prix, on peut finir, chevalier de la meilleure gestion, etc. Vous pourrez regarder. Voilà, donc en fait, cet homme-là, en décembre 2020, après avoir fait les programmes économiques de tous ces gens-là gratuitement, il a décidé de créer son parti politique. Donc moi, je suis allée en courant. Je suis là, c'est le seul, quoi. Non seulement c'est pas un politicien, il veut surtout pas être Premier ministre, il veut le poste des Finances. Il veut être ministre des Finances pour appliquer son plan, le même qui a marché ici. Je voudrais vous montrer, dernièrement, on a tous été concernés par voilà. Vous vous rappelez, après le 7 octobre, vous vous rappelez très bien, j'imagine, des prix des LAL. Bien sûr. Ça continue. Ça continue. Entre 2024 et 2025, ils ont fait 3 milliards de suppléments de bénéfices. Vous voyez? Ça, c'est ces bénéfices. C'est en dollars, hein, millions de dollars. Vous additionnez la différence. On se retrouve avec 3 milliards de plus. Oh, Eric, je te ferai un cours de rattrapage. Bienvenue. Combien d'amendes ils ont reçu de la part du bureau de l'autorité de la concurrence? Ah oui, mais vous voyez toujours quelque chose là? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais, non, mais mets la lumière, mets la lumière. Non, c'est mieux comme ça. On voit mieux. C'était quoi? C'est la studio de... C'était quoi? Un shekel symbolique? 50 shekels. La montre qu'ils ont reçue, c'était quoi? Un shekel symbolique? Ils ont reçu... oui, voilà. 121 millions de shekels. Ils ont mis un temps pas possible. 2 ans pratiquement à leur mettre enfin une amende. Je parle du bureau de la concurrence. En fait, si on revient... Pardon? Parce qu'ils sont en situation de monopole. Alors là, c'est le monopole. Hein. Oui, d'accord. Oui, mais ça Tout pendant la guerre. Cette sanction, Oui, je vous ai ils s'en foutent. C'est parce qu'on leur donne une amende et continuent à gagner de l'argent. Mais C'est la alors, politique. pratique, C'est la politique des prix. pendant la guerre. c'est la pratique. Ils reçoivent tous des amendes qui sont des pourboires. Donc aucune raison d'arrêter. Et dans l'environnement, mais c'est à pleurer. Ils nous coûtent des millions en dégâts environnementaux et ils reçoivent Shekel Mashurot. Dorian et David est à côté de l'autre, mais c'est pas possible, ça vous devez vous séparer là. Hein. C'est vrai, c'est des pipelettes. C'est des pipelettes et des pipelettes. Je les adore. Ça vous va la lumière, vous me voyez ou pas? De toute façon, c'est pas moi qu'il faut voir. Vous m'entendez? Oui. Je reviens à cette image parce que je voudrais vous préciser. Nous avons eu donc à l'époque, on avait Michael Alperin qui venait de chez Tnuba. C'était le monopole Tnuba, c'était
c'est pas tout. Elle arrive nommée par cette bande-là directrice du bureau de l'autorité de la concurrence. Et puis, tout d'un coup, on a un changement. Et là, on se dit, ça y est, ils ont pas arrêté de nous promettre les manifestations, tout ça. On croit en eux, la corruption, tout ça. Ils n'aiment pas ces gens-là. Et alors moi, je suis une grande démocrate. Je dis, allez, je vais les aider. Je fais des petites vidéos pour expliquer pourquoi la réforme sur 10% sur les boissons sucrées, pourquoi sur la vaisselle jetable, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Orna Barbilay, ministre de l'économie, c'est la ministre de l'économie qui nomme le directeur du bureau de la concurrence. Je reprends la même. Orna Barbilay de chez Lapid nomme pour remplacer Michael Alperi, Michael Cohen, la meilleure copine des monopoles. Voilà. Juste pour vous donner une petite image du côté politique, c'est-à-dire, je dirais, que je ne veux pas juger sur tout le reste, surtout je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, si la cherté de la vie est importante pour vous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils ont tous les mains liées. Pourquoi ils ont tous les mains? Je n'ai pas fini de vous expliquer. On a donc dans ce club VIP les grands patrons, les médias, mais surtout on a les hommes politiques. Ces gens-là, ils les font avec leurs médias. Vous voyez, tout d'un coup, on a Bennett qui est number one. Après, hop, il y a Azenkot qui arrive. Ah, c'est Azenkot maintenant qui est number one. À l'époque, on avait la même chose avec Gantz. Ils l'ont fait. D'accord? J'ai soif. Donc, ils ont tous les mains liées. Et si vous prenez Lapid, il a construit son parti sur les garanties bancaires de 79 monopoles et grands patrons. Gantz sur les garanties bancaires du géant immobilier Akirov. Ça aussi c'est pareil. Le Likoud, il doit des millions aux banques. C'est pareil les banques. Hein. C'est le même club aussi, extrêmement cher d'ailleurs. Et là on a Akirov. Alors lui, pareil, c'est Alfred Eisenkot, Alfred Akirov. Ils ont déjà mis 1 million de garanties bancaires. Il y en a d'autres. Hein. Je crois qu'il y a 5 gros combien millions de garanties bancaires. Dans quel but? Non, mais ils sont très altruistes ces gens-là, vous imaginez. Dans quel but? Si ce n'est pas pour obtenir des avantages. Voilà, donc c'est là qu'on revient à nos chers Zelecha. Lui, il est financé par qui? Ah, bonne question. Très bonne question, Dorian. La question principale, elle est là. Après, je vais vous parler du shekel, rappelez-moi. Hein? C'est vous. Quoi, moi? Qui finance? Ah oui, c'est ça. Alors, décembre 2020, Zelicha et dit maintenant, il y en a marre. Allez. Cet homme-là, il gagne très très bien sa vie. Il est bien mieux qu'un ministre. Il est professeur Kiryat Uno. C'est aussi un scandale, Kiryat Uno, c'est aussi la mafia. 37 000 shekels pour le billet. Billet? Vous voulez étudier à Kiryat Uno, 37 000 shekels pour votre billet. Les études sont payées par an. en Israël. Donc c'est un scandale là-bas, excusez-moi. Ils sortent tout de Barilan, c'est 11 000 shekels. D'accord. C'est pas le sujet, Voilà. cher Gérard. On va revenir à nos moutons. Cher Zelicha et Yekara. Voilà. C'est pour blaguer. C'est pas lui le patron. C'est Hein. pour blaguer, vous avez parlé de Kiryat Uno, je fais Donc voilà, il n'a pas Kiryat besoin de Uno. ça. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait en décembre 2020? Il a dit maintenant ça suffit. Mon peuple, il n'en veut plus. Il a sorti 2 millions de sa poche et il a dit je monte un parti. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis, tous ces gens pour qui il a fait le programme politique, qu'il a appelé à voter pour eux, qui les a soutenus, ils se sont tous servis de son nom, de son savoir et de son travail. Tu te dis, ils vont tous être derrière lui, enfin. Pas du tout. Campagne générale de Zelicha, tu passes pas, c'est-à-dire qu'à la télévision, parce que tout le monde le connaissait bien sûr, il ne le laissait pas parler, c'était Zelicha passe pas, Zelicha passe pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand il s'était occupé des monopoles et compagnie,
il y avait tout. Donc ces gens-là payaient une page dans Globes pour faire un portrait. Ils ont vraiment essayé de le diaboliser à l'époque. Et donc, rebelote, cette fois-ci, ils ont trouvé l'arme suprême, Zénira, tu ne passes pas le seuil d'éligibilité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais laissé prononcer un autre nom. Ils l'ont mis à 1% dans les sondages. Et évidemment, personne ne va voter pour quelqu'un qui ne passe pas le seuil. Première élection. Deuxième élection, c'était en 2022. Alors là, carrément, zéro, il n'existe pas Zénira. Surtout pas qu'on sache qui se présente aux élections. Censure totale. Bon, ça fait quand même un moment, 4 ans qui sont passés maintenant. Zénira, il a 400 000 followers. C'est le peuple. Zéro financement. Les dernières élections, c'était zéro financement. Moi, je suis bénévole, je représente l'environnement et l'énergie dans ce parti. Et on est tous bénévoles, c'est tous des ingénieurs, des gens brillants, des gens humbles, qui sont là pour leur peuple, pour leurs enfants. Et donc, voilà, la solution, c'est le parti politique de Zénira, que je voulais vous présenter. Donc, par exemple, à l'époque, vous remarquez qu'il a fait baisser les prix de 5, plus 5 à moins 2. Si on regarde l'immobilier, il a fait baisser de 96 salaires à 80 salaires avant de partir. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Par exemple, Zénira, parce que vous êtes au courant que les embouteillages, par exemple, c'est une catastrophe en Israël. D'accord? Les embouteillages, ils nous coûtent 2,9% du PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 1%. C'est-à-dire que chez nous, il y a 2,5 fois plus d'embouteillages. Ça nous coûte une fortune en perte. Il y a plusieurs sortes de pertes. On en parlera quand on fera une conférence sur l'environnement. Mais en fait, prenez en compte que 1% du PIB, c'est 20 milliards. Donc il y a 40 milliards qui sont jetés parce qu'on n'a pas de transport en commun digne de ce nom, entre autres. Oui, on a une bonne ministre des Transports. Michael, vous parlez de Michaela. Mireille Raco. Ah. Alors écoutez, c'est Bonnet Bolland et Blanc Bonnet. Nous avons la gauche, Michaela. Alors elle, par exemple, quand elle était ministre des Transports, avec nos amis là, elle a donné l'exclusivité, elle a un protecteur exclusif au Toto sur les motos. Vous savez, les motos, eh bien, elle lui a donné l'exclusivité sur 3 marques. Tout ça pour vous dire, c'est Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. C'est bien les mecs qui donnent des monopoles. C'est bien les mecs qui donnent des monopoles. Mais il les protège, mais il n'a pas compris qu'en fait, si jamais il s'oppose à eux, le Likoud, par exemple, il va devoir, Raphaël, s'il te plaît, le Likoud, par exemple, va devoir rembourser ce qu'il doit aux banques. Les autres, ils ont bien compris comment ça marche, seulement ils ont été financés, donc ils sont complètement avec les mains liées. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont les médias, ils te font, ils te défont. Mais tout fonctionne par deux fois. Tout est verrouillé. Par corruption, c'est une sorte de corruption en fait. Ah oui? C'est une sorte de corruption. Il faut un chat. Parce que dans la santé, c'est pareil, dans tous les domaines. Il y a tout qui est à revoir. Il y a un nettoyage à faire et redresser, et puis arrêter de faire travailler les copains par relation. Il faut commencer sérieusement à prendre les gens pour compétences. Les compétences de Zénira, comment? Si vous êtes ministre, vous m'engagez comme conseiller. Mais je me ferai un plaisir d'écouter absolument tout le monde. Oui. Pardonnez-moi, j'ai une question parce que, effectivement, moi, depuis qu'on se connaît, je parle beaucoup de Zénira. Et donc, que ce soit des Israéliens de souche ou des non-Israéliens, les gens sont hyper intéressés. Donc, ça veut dire que si on présente là, on est, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine, peu importe, si chacun nous parle à 10, 20 personnes, par le bouche on peut convaincre des personnes. Donc, moi, j'ai une question qui revient souvent quand je parle, et je n'ai pas souvent la réponse, donc je leur adresse le lien qui rentre dans le groupe francophone en hébreu. Et souvent, la question qui m'est posée, c'est d'accord, Zénira, c'est un programme qu'on connaît, on a peur qu'il ne passe pas, pour ceux qui connaissent, c'est un économique, mais quels sont les autres domaines de son programme, quel est son programme dans les autres domaines? Très bien. Bonne question. Très très bonne question, merci beaucoup David. Donc premièrement en éducation, il va
réduire le nombre d'élèves à 18 élèves par classe. Et c'est là qu'intervient quelque chose dont je veux vous parler, parce que je voudrais vous parler. Parce que tous les politiciens, ils promettent, et à la fin ils vous disent on n'a pas trouvé le budget. C'est pour ça qu'on n'a pas construit d'hôpitaux depuis 20 ans, sauf que la population elle a doublé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on fait 2 fois plus de bébés que les autres. Donc de bénis, comme on dit, chez nous la population augmente. Et donc il faut aussi que les infrastructures augmentent un peu. Il reste encore. Non, mais je voudrais finir, par exemple, sur le transport. Par exemple, sur le transport, j'ai commencé à vous parler du transport, que les embouteillages sont énormes. Excusez-moi, je vais finir, après je réponds à ta question. Et en fait, à l'époque, en 2007, avant de partir, il avait à faire un appel d'offres pour construire le métro. La ligne rouge, par exemple, il l'avait négocié à 7 milliards avec un délai de 7 ans. Et l'entreprise étrangère en question, dans ces cas-là, dépose des garanties. S'ils n'ont pas dans le délai, donc le budget, c'est leur problème, ils payent des indemnités. Zeliha est parti, le gouvernement a repris l'accord et a donné ça à l'entreprise gouvernementale Neta. On n'en est plus à 7 milliards, on est arrivé à 23-25 milliards à peu près, et avec 10 ans de retard. Voilà. Par contre, Zeliha, lui, il avait construit avec la méthode avec laquelle il va construire, financer, parce qu'ils disent tous, ils n'ont pas trouvé les moyens de financer. Zeliha, je ferme parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Enfin, vous ne parlez pas, moi je n'arrive pas. Non, il fait chaud. Donc, il avait construit, je vais vous faire la liste parce que on est très fiers d'avoir réussi à avancer certaines choses. Donc, il a construit la route 6 avec la méthode BOT, je vais y arriver, BOT, PFI. Ok? Comment ça marche? En fait, c'est une entreprise qui finance, qui construit et qui entretient. Nous, on paye un loyer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut de fabrication, c'est leur problème. En attendant, on n'a pas d'argent pour financer tout ça, mais maintenant, la Glichèche, elle existe. Et pendant que, même si elle est payante, de l'autre côté, elle libère aussi, elle désengorge les autres routes. D'accord? Et donc, à l'époque, il avait construit aussi le Minarot à Carmel, la Rakavet Akala de Jérusalem, l'usine de dessalement, la prison, je ne sais plus laquelle. D'accord? Et en fait, avec cette même méthode, qui va construire 2 hôpitaux. Et pour les hôpitaux, il faut des médecins, donc 2 universités. Et évidemment les classes pour les élèves. D'accord? Donc en fait, tout ce qu'il dit, il sait comment il va le financer. Au niveau économie, pardon, pour baisser les prix tout de suite, bien sûr que cette loi qui a été annulée, il va falloir la faire revoter. Il a besoin de la Knesset. Et là, on aura peut-être un peu de mal. N'empêche que, à partir du ministère des Finances, il va pouvoir tout de suite créer une banque commerciale privée ou gouvernementale, où c'est lui qui va gérer là-dessus. Il a déjà tout prévu. Avec 20%, il va réussir à rentrer en concurrence avec toutes les autres banques qui vont être obligées de baisser. Et il va supprimer aujourd'hui les taxes quand vous achetez en ligne. Vous êtes exonéré de taxes jusqu'à $75. C'est fini, vous allez pouvoir même importer vos pâtes. Tout ça, là, ça va être fini, ça va être supprimé. Donc déjà, la concurrence, elle va rentrer comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, David, donc, merci. On a l'éducation, la santé. Alors la santé, voilà, on construit les hôpitaux. Et en fait, quand je vous parle par exemple des maladies nosocomiales, c'est aussi dû, la surcharge des hôpitaux, l'occupation des hôpitaux en Israël est énorme. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut désengorger. En plus, quand tu habites Kiryat Shmona et que tu as, un cancer, tu dois aller à Perpète-les-Oies te faire soigner, c'est n'importe quoi. Donc dans le nord et dans le sud. Voilà pour la santé. Après, pour la sécurité, pour l'université, les études payantes, c'est très important parce qu'il y a une reproduction comme ça des mêmes élites, tu vois. Il n'y a pas de mobilité sociale. Comme il y en avait dans la diaspora juive. La diaspora juive, tu pouvais être fils de Shamash, d'accord, et devenir polytechnicien.
Ici, c'est une reproduction sans arrêt des mêmes tu vois. Oui, il y a cliquard, ce qu'on appelle cliquard. Ouais. Ce qu'on appelle cliquard. Par exemple, si tu veux, on parle de la réforme Bah, c'est judiciaire, à cause par du prix exemple. que tu dois payer à l'université. Moi, j'aurais pas pu faire mes études quand je suis venue de Tunisie. J'étais sans un sou si l'université avait été payante. Alors, tout simplement, je le dis comme ça, parce qu'on ne pouvait pas, même si on avait de l'argent en Tunisie, on ne pouvait pas se transporter. Donc, je dis que tout simplement, l'université, en tout cas avec des prix beaucoup plus modérés, ça permet une mobilité sociale, ça permet de donner des chances à ceux qui n'ont pas d'argent. Bien sûr. Voilà. Donc, Bien si sûr. là, il y a quelque chose comme ça concernant les universités, moi, c'est un truc qui me Je ne veux pas développer là maintenant, chérie, il ne nous reste pas longtemps, il y a plein de trucs encore à dire. Je voudrais parler de 2 secondes, par exemple, de sa position par rapport à la réforme judiciaire. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au courant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec les usines polluantes, particulièrement de pétrole à Haïfa, c'est officiel, c'est connu qu'on meurt là-bas prématurément. D'accord? Imaginez qu'il y a des victimes ont enfin porté plainte, ils ont dû faire venir une expertise médicale de l'étranger parce qu'en Israël, il n'y a personne qui veut le faire, ils ont trop peur de se fâcher avec ces gens-là. Ils ont été déboutés, condamnés, sont des victimes, sont des gens malades, condamnés à payer 1 million de shekels de dédommagement. Et dernièrement, pareil à Ashdod sur les usines polluantes, c'est toutes les organisations environnementales qui se sont unies pour ça. Ils ont été déboutés par Bagat, la Cour suprême, condamnés à payer 1/4 million de shekels. D'accord? Donc, quand on vous me demande qu'est-ce qu'on pense de la Cour suprême, la réforme telle que Lévin la voulait, c'était enlever la bande à l'anti-Bibi, excusez-moi, pour mettre la bande à Bibi. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut réformer, ça fait trop longtemps qu'ils sont là, ces gens-là, ils se nomment entre eux, et c'est pas très beau ce qui se passe. Il faut changer, que ce soit régulièrement changé, mais faire une réforme et qui soit équilibrée. Voilà, vraiment équilibrée, qui représente la population israélienne. Comme disait Lira, quand il demande à Aaron Barak pourquoi il n'y a pas de Marocains à la Cour suprême, il dit qu'il n'en a pas trouvé. Oui, il faut arrêter cette blague. Oui, pardon. Fondamentalement, ça révèle une crise de morale. Mais grave, mais c'est tout partout pareil, ils s'en foutent de nous. Mais ils s'en foutent de nous, ils ne nous aiment pas. Au-delà des institutions, Oui. au-delà des institutions, au-delà des partis politiques, il y a un problème de moralité. Parce que j'entends de madame, pour les études, oui, les études en France, on a accès aux études ici, semble-t-il, il y a un écart. Et le problème, c'est qu'on entretient l'ignorance du peuple. Donc, en fait, c'est très important pour moi de le dire. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là, et malheureusement, moi toute petite. Je voudrais vous montrer quelque chose d'important. Ça, par exemple, c'est la 12 et la 13 qui censurent complètement Zéléra, ou quand il l'invite, c'est pour sortir des gros mensonges. Et ça, les copines, ça, c'est la liste de ceux qui publient dans ces télévisions. Je ne parlerai pas de la 14, mais c'est un autre problème avec la 14. On va juste parler de ça parce que eux, vraiment, c'est les monopoles et les mini-monopoles. Voilà. Donc ici, c'est 51 plus cher qu'en Europe, 42% plus cher que l'OCDE. Voilà donc nos chers publieurs et propriétaires Coca-Cola, les propriétaires de la 12. On a le monopole du béton, Necher, je l'ai particulièrement celui-ci, qui est propriétaire de la 13. Necher, c'est une pollution pas possible et je l'ai particulièrement parce que nous avons des milliers de soldats tout autour, c'est du béton, ça pollue. Pareil, il reçoit des pourboires en amende. Et dernièrement, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, cette petite pollution à Necher? J'appelle le professeur, il me dit, ils ont enlevé le moniteur qui... Là, ils ont enlevé le détecteur. Voilà. Oui. Mais ne vous dites pas que Tnuva et Coca-Cola
Louvain et Coca-Cola, c'est 90% du marché laitier. Je trouve c'est 100%. Les trois ensemble. Et ils sont distribués. Laitier, c'est Strauss. Coca-Cola, c'est Strauss et Mouva. Et On l'a Coca-Cola. mis sur la laiterie, sur les laitages. Dernièrement, on a Barca qui a voulu faire une réforme supersonique à faire venir de l'importation des laitages. On se dit, ça y est, la solution. Qui seront les importateurs? L'hommage, c'est-à-dire qu'on nous prenne pour des idiots. Mais ça, la télévision ne vous le dira pas. La télévision ne vous le dira pas. Hein? Donc, oui, je voudrais répondre à la question de David, parce qu'il nous reste tant des amis. Oui, c'est dommage, parce que, pardon? Sur le plan sécuritaire. Oui, sur le plan sécuritaire. Donc, sur le plan sécuritaire, Zélira est de droite, que les choses soient bien claires. On ne rendra pas un centimètre de notre terre. Il ne veut pas qu'il y ait des Palestiniens qui rentrent travailler en Israël. Il n'y a pas de négociation possible avec les orthodoxes. Ils doivent faire l'armée. Par contre, Gérard, j'ai vérifié ce que je n'ai pas là. D'accord? Waouh! D'accord, On est d'accord. Et juste à la fin, donc on va parler de l'euro, on va l'éteindre. Les orthodoxes, les Haridim, ils touchent 5 milliards de bonus. C'est tout. Ben oui. Non, mais on nous bassine avec ça. Surtout pas de parler de tout ce que je viens de vous raconter. Il faut toujours qu'il y ait l'ennemi à diaboliser. Hein. On nous sort toujours quelque chose. Donc les Haridim, c'est 5 milliards. Si vous regardez ce que touchent les Arabes, ils touchent dans les 6-7 milliards. Je ne suis pas contre. Hein. Ils ont besoin aussi de ça. Autant les uns ont besoin qu'on les aide à rentrer dans la société, quand les autres ont besoin de prier. Quand j'ai fait mes classes, j'étais le seul qui n'était pas parti. Il y avait à côté Moicourt, il y avait à côté, comment il s'appelait, Rabat. En tous les cas, c'est une haine qui est injuste. Bon, c'est vrai que c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'ils toucheraient? Et nous, nos enfants, ils n'en ont pas besoin. Maintenant, de là à 5 milliards, je rappelle que le budget de l'État, c'est 626 milliards. Donc de là à faire une campagne de haine comme ça, à les diaboliser, non. En plus, ils travaillent de plus en plus. Il y en a beaucoup qui étudient. Dans les conférences de Zélira, je les vois beaucoup. Et les jeunes, Gérard, s'il te plaît, laisse-moi finir. Parce que c'est à côté du téléphone, tu enregistres en plus. Et donc, les jeunes viennent dire je veux faire l'armée. Donc en fait, chez les Haridim, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse différence entre leurs politiciens qui les représentent et les Haridim eux-mêmes. Ils veulent faire l'armée. Voilà. Diane, est-ce qu'on peut poser une question? Allez-y. Je crois qu'il y a un monsieur là avec la casquette aussi. Ce discours qu'il a tenu il y a 5 ans, moi j'ai voté pour Zélira, et il y a un vrai problème de positionnement stratégique à mon avis. Parce que ce programme-là, c'est le programme d'un vrai parti, on pourrait dire socialiste à la française, avec tout ce que des gens ont rajouté. Mais de droite, hein. Non, pas socialiste, libéral. Il veut libérer le marché. Je voudrais développer c'est pas socialiste ni capitaliste, je voudrais c'est libéral. développer le problème qui se pose de positionnement stratégique. Parce que c'est un programme socialiste en termes économiques, avec plein de mesures qu'on a dit, par exemple, au niveau de la gratuité ou des études, au niveau de l'achat de premier appartement, tout ça est magnifique. Mais simplement, quand tu viens de dire, et ce qui est vrai, que Zélira dit, mais moi je suis de droite et je veux être simplement le ministre de l'économie de Bibi, il est complètement écartelé. Attends, pour toi, David, s'il te plaît, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question, je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Attends, non, merci. Alors, attends, stop. Merci beaucoup pour ta question. Donc, premièrement, nous sommes, excusez-moi, mais j'appelle ça une secte, parce que on n'est ni dans la secte biblique, ni dans la secte anti-biblique, on est dans la secte du peuple. Et les guerres politiques, tout ça, ça n'est que diversion, c'est un véritable piège. C'est-à-dire que tu es tellement obsédé par... Tu sais, je fais du terrain,
J'ai des gens qui me disent « Ah, mais il faut absolument dégager Bibi d'abord ». Mais quand ton fils il va vouloir acheter un appartement, qui va regarder que c'est une mission impossible, va se rendre compte que c'est une mission impossible, eh bien toi tu lui diras « Ah, mais il fallait absolument dégager Bibi, tu verras qu'est-ce qu'il en aura à faire ». On s'en fout, il faut arrêter, il faut sortir de ce piège-là, c'est la diversion. On s'en fout. Maintenant, chacun a ses priorités. Il y a plein de gens qui n'ont pas de problème d'argent. Ils s'en fichent de Zélie-Israël. À moins qu'ils aient un peu de pitié pour le reste du peuple, c'est-à-dire 80% du pays, qui ne ferment pas le mois. Et je voudrais finir parce que j'ai oublié de vous dire la solution qu'ils proposent pour ce qui est aussi l'immobilier. Donc déjà, premièrement, on fait rentrer la concurrence, les prix vont baisser, on va avoir plus ou moins de pouvoir d'achat, donc on va plus consommer, ça va faire augmenter la croissance. On augmente la croissance, on augmente aussi l'intérêt d'investir dans les marchés. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les investisseurs, ils investissent dans l'immobilier parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si on fait augmenter, faire croître les marchés, alors ça sera plus intéressant d'investir dans les marchés. Et là, l'immobilier, on va enlever de l'immobilier les investisseurs pour laisser l'immobilier aux jeunes couples qui veulent acheter un appartement. Oui, Gérard. Attends, excuse-moi, il y a le monsieur là depuis tout à l'heure. Je n'ai pas répondu à la question, je suis désolé. Attends 2 secondes. C'est carrément toujours la même logique. C'est incroyable. C'est quoi ta question, David? La question, c'est que tu ne peux pas continuer à avoir un positionnement au milieu qui est écartelé entre une droite et une gauche. Il faut prendre un Qui c'est qui te positionnement parle de la à gauche là? Attends, mais arrête enfin David, excuse-moi. La gauche n'a pas le monopole du social et de l'environnement. Ok? Nous, on est à droite et on aime le peuple. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être à gauche? Arrête avec ta gauche et ta droite, on s'en fiche de la gauche et de la droite. On veut s'occuper du peuple, on veut nettoyer la corruption, on va faire un nettoyage. D'ailleurs, juste pour information, tous les actes de corruption, on peut récupérer sur 7 ans. On va avoir beaucoup d'argent. Voilà, pour ce qui est pour revenir à la sécurité, donc, ce qu'il veut dire, ce qu'il explique Zélie-Israël, c'est que, en fait, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont baissé le budget de la défense de 7% à 5%. Et on s'est retrouvé à la veille du 7 octobre avec la moitié de l'armée. Les stocks vides, moins de tanks, ils ont fermé 6 divisions. Voilà, donc tout ça, c'était les erreurs commises, alors qu'il n'a pas arrêté de leur dire ne faites pas ça. On peut parler un peu Oui, de... question. Attends, il y a le monsieur là qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Vas-y, allez-y. J'ai un problème avec la voix à cause du masque. Ah, ben avant, Moi, viens là. Je m'appelle Yoshua. Enchanté. Je vais simplement mettre une petite graine maintenant dans l'esprit de chacun. Et chacun de son côté, il va peut-être y repenser, il va mettre de côté, il va s'asseoir dessus. C'est égal. J'étais flic pendant 30 ans en Suisse. J'ai appris une chose vraie, on a la justice qu'on mérite, on a la société que l'on mérite, on a l'éducation que l'on mérite, on a l'armée que l'on mérite, on a la police que l'on mérite. Tout ce qui arrive maintenant, que ce soit en Israël ou ailleurs, sur n'importe quel régime, que ce soit un régime démocratique, soi-disant totalitaire et autre, c'est le même principe. Maintenant, la graine que je vais injecter maintenant en vous, c'est ça. De belles paroles, merci. De belles paroles, merci. Mais maintenant, on fait quoi? Je vais vous dire ce qu'on va faire. Ok. Blanc bonnet, bonnet blanc. Vous voulez les mettre à genoux? La force, c'est nous le peuple. Bien sûr. Bravo, bravo. Seulement, on n'a pas de confiance en nous. Vous voulez les mettre à genoux, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, que ce soit la justice, là, comment on appelle, c'est rigolo, la Cour suprême. On fait des réserves, parce que moi, quand j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas, j'ai fondé des cellules en Suisse, notamment pendant la Covid, je ne voulais pas qu'on me vaccine. Donc j'ai fondé des cellules indépendantes, qu'on n'avait plus rien à faire avec ni l'école, ni l'État, ni quoi que ce soit. Alors attendez. Vous voulez les mettre à genoux? Vous voulez les mettre à genoux? C'est très simple. Il faut juste avoir l'envie de le faire.
Mais on fait n'arrête des, pas. je veux juste vous dire, c'est Ça très fait simple. 6 ans qu'on On fait des fait ça. réserves, d'eau, de riz, de blé, de pois chiches pendant un mois. Aucun Israélien ne va travailler. Je vous garantis. Il n'y a que la grève. Je vous garantis. Non, mais je vous garantis. On a mais parce qu'on n'a encore jamais essayé. boycott, Parce qu'on n'a encore jamais J'ai essayé. oublié, je voudrais absolument vous parler de l'euro, On est excusez-moi. trop là-dedans, On va Non, mais mettre ça va quelqu'un tout d'autre La qui va faire seule- exactement la Le même chose. choix, la seule unique solution en Israël, c'est à partir Ça ne du changera ministère jamais. des Finances. Si, il l'a fait, il le refera. Je voudrais qu'on parle de C'est un l'euro système qui n'a avant jamais d'aujourd'hui. fonctionné et ça n'a jamais Très fonctionné important. correctement et on le refait encore. Ça fait 3 siècles qu'on a décidé de prendre du capitalisme depuis l'époque des Lumières. On a accepté ce système. Ce système ne fonctionne pas. Mais on le garde quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en Israël, le choix, c'est de changer les choses. Le système suisse d'économie directe, il y en a beaucoup qui en parlent, mais avec un référendum et tout ça. Pour nous en Israël, c'est archaïque. Excusez-moi, c'est pas de mal à veille. Je voudrais vous parler de l'euro. Parlons du shekel. Du Qu'est-ce shekel. qui- Pourquoi qu'est-ce qui- le shekel? Pardon. Ce qui nous intéresse, c'est l'euro. Donc en fait, vous avez remarqué qu'on a perdu ceux qui touchent leur retraite, par exemple en France, ou un salaire en France, c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas que pour vous. Il y a aussi dans la high-tech, ils sont en train de licencier à tout va. Figurez-vous qu'ils payent leur salaire en shekel, mais ils vendent en dollars. L'euro, le dollar, c'est la même situation. Aujourd'hui, le shekel est beaucoup trop haut. Maintenant, à quoi c'est dû? Comme on a plein d'exportations et on a peu d'importations, il y a 25 milliards de dollars d'écart, donc on a trop de dollars à l'intérieur, d'accord? Trop de dollars à l'intérieur, hop, le shekel flambe. De plus, après le corona, il y a eu énormément, tout d'un coup, on avait envie de vivre, énormément de demandes, mais peu de fabrication, les usines n'étaient pas prêtes. Donc en fait, il y a eu une inflation qui est montée à 5%. C'est là, je vous rappelez, quand je vous ai dit l'immobilier est un peu redescendu, c'est à cause de ça, parce que la Banque d'Israël a été obligée de monter son taux directeur pour enrayer l'inflation. Il a augmenté à 4,75, c'est énorme. Ajouter en plus les commissions des banques. Bon, maintenant, l'inflation est redescendue à 9, donc normalement, le taux directeur est à peu près égal à l'inflation. Mais par contre, la Banque d'Israël ne le baisse pas, parce qu'ils ont peur que s'ils baissent les taux de crédit, alors de nouveau, les prix vont flamber. Voilà, donc ils sont en train de le baisser progressivement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les taux directeurs sont très intéressants en Israël, ça ramène aussi encore des capitaux. Donc, tout est lié avec la cherté de la vie. À partir du moment où on va ouvrir les frontières, on va laisser entrer la concurrence, on va résoudre tous ces problèmes. Ça n'est pas sain la façon dont l'euro et le shekel est très haut en ce moment. Est-ce que, moi j'avais une question, est-ce qu'il est vrai que la balance commerciale est au top au niveau du shekel par rapport à la vente d'armes depuis le début de la guerre? La vente d'armes? Oui, est-ce que c'est ça qui fait que la balance commerciale est oui, Alors, il n'y a pas que les armes, on vend quand même pas mal de choses, on vend à peu près 165 milliards de dollars. Mais non, puisque le gaz, ça a été... Le gaz aussi, c'est une partie, mais c'est pas énorme. Le gaz, c'est dans les 4 milliards de dollars à l'export. Je parle. La high-tech, c'est 58%. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Maintenant, il y en a aussi une chose que d'ailleurs Zelira va fermer, c'est le sel de la mer Noire. Vous êtes au courant des dégâts environnementaux. Vraiment, venez, on fait une conférence sur l'environnement. C'est passionnant, c'est les Israéliens, ils me font bravo. C'est vraiment passionnant. Donc ça, par contre, Zelira, il va racheter la pile à l'époque. Quand il était gouvernant, il a renouvelé la licence en question.
toujours dans des conditions où vraiment on est escroqué, enfin bon, bref. Voilà, Zelira va supprimer ça, c'est 9 milliards de dollars d'export. On va laisser la mer morte tranquille. On va aussi laisser le gaz pour nos enfants dans la terre, oui. Sinon, Zelira était en faveur de la vaccination obligatoire. Non, stop. On va pas parler du vaccin, je vous supplie. Déjà, on a parlé des rabbis. 2 minutes, je remets les chiffres à l'heure. Moi, je ne vous laisserai pas discuter de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et certainement pas, alors de nouveau, la polémique, et on parle aux gens. Est-ce que c'est 5 minutes? Vous avez... Alors attends, je voudrais finir. Donc, si c'est important pour vous, la cherté de la vie, si c'est vraiment, vous avez compris qu'à partir de l'économie, c'est le nerf de la guerre, on va financer l'armée, on va financer l'éducation, la santé, les transports, tout, à partir du trésor. Pour ça, il faut de l'argent, il faut avoir quelqu'un qui sait gérer. C'est exact. Voilà. Donc Zelira se présente aux élections. Son parti s'appelle le Parti économique Akalkalit. Moi, je suis la représentante francophone de ce parti et je représente aussi l'environnement et l'énergie. J'ai l'honneur, j'étais très très honorée, j'ai fait une campagne avec eux. Ils ont vu un peu qui j'étais et à la deuxième élection, on m'a proposé de rentrer dans le parti. J'étais très 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 honorée. Depuis, bénévolement, je le précise, je me bats pour ça. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. J'ai commencé, on a un nouveau Facebook, Hélène Lesmi, Zelira en français. On a là maintenant un Instagram en français aussi, c'est nouveau, vient de sortir. Normalement, on le met au point. Il est où, Jonathan? On le met au point ce soir. Voilà, on a aussi un Twitter et on a un groupe Zelira en français dans lequel je publie aussi. Et les interventions, j'ai quelques interventions dans les médias. Et je vous invite à faire connaître. Prochainement, on va organiser un Zoom parce qu'il y a énormément de gens à Jérusalem. Alors, à Natania encore plus, mais c'est un peu compliqué pour venir. On va organiser un Zoom où je vais reparler de tout ça. Donc, si vous avez oublié des choses, on va pouvoir le remettre. Et je voudrais le trésor, que ce soit le camp de Bibi, que ce soit le camp de Bibi, d'anti-Bibi. La seule chose avec qui on n'ira pas, c'est avec les partis antisionistes arabes. Ça, c'est hors de question. Sinon, le jeu de censure, c'est pas pour nous. On ira avec celui qui nous donne le trésor. On ne rentre pas dans ces jeux de camp politique.